Je m'appelle Corentin, je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech, ces systèmes D que l'on peut fabriquer et réparer partout. Alors on part autour du globe, rencontrer ceux qui les inventent, car si elles étaient mieux connues, elles pourraient changer le monde. Nous arrivons à notre escale mexicaine, après un mois de navigation le long de la côte pacifique. Ah, le comité d'accueil, quoi. Notre route a suivi celle des baleines grises. Elles migrent depuis l'Alaska pour se reproduire dans ces eaux chaudes. On a 2-3, on voit des souffles. À bord, Guénolé. Il est ingénieur et membre du Low-Tech Lab. C'est lui qui prépare nos escales en repérant à l'avance des initiatives low-tech autour du monde. Quelques 1000 encore, un dernier repas à bord et on rejoint la marina. Je suis content, il y a vraiment plein de feuilles en ce moment. Ouais. Ouais. Bon, on n'est pas encore complètement autonome parce que le couscous, on ne fait pas pousser à bord, mais... mais ça fait des bons plats de base déjà. C'est quoi déjà alors les critères de ton plat de base? C'est pas cher, des ingrédients qui sont pas chers, que tu peux acheter en vrac, bio, qui sont alors soit qui sont locaux, comme les feuilles du bateau, soit qui se conservent longtemps, comme le couscous ou les graines. Ouais. Nutritivement, c'est intéressant. Ça prend pas beaucoup d'énergie pour les cuisiner et c'est super bon. Non, mais il y a quand même des problèmes. C'est que la semoule, là, elle a pris le cargo pour venir. Les graines, les dattes, on sait pas vraiment comment elles ont été produites. L'assaut où on va aller, ils produisent la majorité de ce qu'ils consomment. Et en plus, ils le font avec des techniques vraiment respectueuses de l'environnement. C'est vrai que ça peut être pas mal de tester des nouveaux principes de culture pour le bateau. Non, mais en plus, ça nous permettra de diversifier un peu le plat de base. Guéno, il y a des millions de personnes autour du monde qui mangent régulièrement un plat récurrent, typique, traditionnel. Bah, je sais, mais ça serait chouette qu'on découvre ce que c'est au Mexique alors. Ça, je suis d'accord. Allez, on a quand même le droit de goûter ou... Depuis San Francisco, on a parcouru plus de 1500 milles nautiques pour arriver à Puerto Vallarta. On quitte le bateau, direction Tzimol. On traverse la moitié du pays. 1800 km de bus sur les routes mexicaines pour rejoindre Tzimol. C'est un petit village du Chiapas, l'état le plus au sud du Mexique. Dans cette région rurale, on cultive principalement des champs de maïs et de canne à sucre en monoculture. Plus productive à court terme que l'agriculture traditionnelle, la technique utilisée a souvent un impact dramatique sur l'environnement. Épuisement des sols, mauvaise gestion de l'eau, utilisation massive de pesticides et d'engrais qui nuisent à la biodiversité. Plus de 24 heures après notre départ, nous arrivons enfin devant les portes de la communauté Tsomanotique. Bienvenidos Tsomanotique. Bah, je suis pas mécontent d'arriver quand même. Tsomanotique est un centre pédagogique qui diffuse des techniques agricoles plus respectueuses des humains et de la planète. L'agroécologie. Des Mexicains et des volontaires du monde entier viennent s'y former. Chepe, expert en agroécologie, est l'un des responsables du centre. Ça va, on est content d'être arrivé parce que ça fait un long trajet. Bienvenidos. Ça a l'air super chez toi. Ça fait 10 ans que Tsomanotique existe. Okay. Notre objectif est de construire une société juste et équitable et de faire face aux problèmes environnementaux que nous avons ici au Mexique et partout dans le monde. Tout ça, c'est le jardin? Oui, c'est le potager agroécologique qui se trouve là, en bas. Allons-y, je vais vous montrer. Ça a l'air génial. On peut manger des trucs? Ok, on va au potager. Pour manger? Oui, pour manger. C'est quoi, Chepe, le concept de l'agroécologie? Ça répond à plusieurs critères. D'abord, on doit respecter les cycles, le temps des cultures. On ne cultive pas un fruit ou un légume en dehors de sa saison.
Ensuite, un autre critère de l'agroécologie, c'est la diversité. Nous appelons ça l'association de cultures. Par exemple, la salade, les oignons, les blettes, la papaye. C'est une diversité de cultures dans un même espace. Et elles se fortifient entre elles en s'apportant des nutriments. Par exemple, l'oignon et la salade viennent de familles différentes et sont compatibles. Ok. Un autre point très important, c'est la rotation des cultures. Si on sème de l'oignon dans cet espace maintenant, il faudra semer une plante d'une famille différente aux prochaines semailles. Ensuite, les insectes, les fléaux. Nous, on ne les appelle pas comme ça parce que ce ne sont pas des fléaux. Ce sont des insectes qui doivent vivre dans la nature. Tu as un exemple d'insecte qui est profitable pour les plantes? Bien sûr, la coccinelle. Elle mange d'autres insectes. Certains insectes viennent manger nos cultures et la coccinelle les dévore. Et c'est très important d'avoir des insectes vivants dans le potager. Sans insectes, il n'y a ni pollinisation ni diversité. Et les arbres autour, ils ont un rôle dans l'agroécologie? Oui, cette technique s'appelle le brise-vent. Les agriculteurs plantent des arbres dans les zones où passe beaucoup de vent pour s'en protéger. Ok. JP, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si sur le bateau, on peut trouver un moyen de se nourrir pour que ce soit bon et pour l'environnement et pour notre santé. Tu crois que c'est possible? Oui, bien sûr. Au Mexique, on a un exemple d'agriculture qui s'appelle la milpa. C'est la combinaison du maïs, du haricot et de la courge. Je vous montre si vous voulez. Ok. Bon, et moi je pense que je vais aller faire un tour du centre parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de low-tech. À toutes. JP m'accompagne chez Ramon, un agriculteur qui a décidé de se mettre à la milpa. Dans la région, cette technique ancestrale a été délaissée, au profit de la monoculture. Malheureusement, cette année, il n'a pas beaucoup plu. Il n'y a plus que du maïs dans son champ. Et c'est quoi la milpa? C'est un système très complexe. On cultive une variété de plantes dans un même espace parce que chacune s'apporte certains nutriments. Le maïs apporte du carbone au sol et le haricot apporte de l'azote. Et la combinaison du carbone et de l'azote est excellente pour toutes les deux. La courge, elle, a un rôle très important pour la protection du sol. On appelle ça une plante de couverture. Okay. Les feuilles de courge... Par rapport à l'évaporation de l'eau? Exactement, pour l'évaporation et pour empêcher la pousse de mauvaises herbes. Ouais, okay. C'est pour ça que c'est important de planter de la courge dans la milpa. Les trois plantes de la milpa poussent enchevêtrées ensemble, mais se récoltent à des moments différents. D'abord le haricot, puis la courge, et enfin le maïs. Et toi, Ramon, pourquoi est-ce que tu as décidé de refaire de la milpa? J'ai une fille de 10 ans qui est en CM2. Elle a eu des cours d'agriculture à Tsomanotik. Et c'est grâce à elle que je me suis motivé à cultiver de la milpa. Parce que je veux qu'elle apprenne que nous sommes capables de produire notre propre nourriture, tout en préservant la terre, la nature. Et sur mon bateau, j'aimerais faire une petite milpa. Vous croyez que c'est possible? Quoi? Sur le bateau? Ouais, comme un prototype. C'est pas très grand, hein. C'est environ large comme ça, si on met ça dans le cockpit, et grand, ouais, comme ça. Tu vas semer le haricot tous les 40 cm. Et au bout de combien de temps on sème le maïs? Quand les haricots ont 1 mois, tu sèmes le maïs. Et après la courge. Cette courge s'appelle courge d'arbre ou courgette. C'est une petite courge. Ok. Tu la plantes à l'extérieur, sur les bords, pas au centre. Quelle profondeur il faudrait pour le maïs? Il te faut 25 cm. Et dessous, des graviers?
avec l'eau qui passe. Ah oui, tu mets encore 20 cm. 20. Il y a une variété de haricots qui s'appelle le haricot erotero. Il donne beaucoup. Tu peux le manger même encore vert. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il soit mûr. Tu peux le manger sous différentes formes. Oui, il donne beaucoup. Tu peux aussi planter des tomates dans les coins. Des tomates. Oui, elles vont monter, devenir grandes. Je vais pouvoir faire des tortillas, des tacos et des burritos sur le... Bien sûr, sur le bateau, avec ton piment et tout. Vous pensez vraiment que ça peut marcher? Et il faut que tu expérimentes. Bonne chance. Ça se tente. Hey. J'ai été voir la milpa. Et alors? Et ben en fait, il n'y avait que du maïs. Ils font pousser des courges, des haricots et du maïs au même endroit. La combinaison des trois fait qu'elles s'entraident et que ça pousse de manière plus efficace. Vraiment, c'est un espèce d'écosystème productif. Et toi, du coup, tu as trouvé des trucs intéressants dans le jardin? À part l'agroécologie, eh ben, ils ont plein de systèmes low-tech, quoi. Là, sur les toits, ils chauffent l'eau avec des chauffe-eau solaires. Ah, pour les douches? Ouais, pour les douches. Il y a une phytoépuration là-bas pour en fait toutes les eaux usées qui arrivent de la cuisine. Elles arrivent au jardin, quoi. Elles sont déjà retraitées, ça libère des graisses et tout. Ok, comme sur le bateau un peu aussi. Comme sur le bateau. Et des toilettes sèches, ouais, tout le centre en fait est équipé en toilettes sèches et ils réutilisent tout ça après pour alors, soit au jardin, soit autour des arbres. Il y a un lombricompost pour tout ce qui est leurs déchets organiques, ils le transforment comme ça pour accélérer. Pas de mouche soldat noir? Pas de mouche soldat noir. Non, mais je leur en ai parlé. On va essayer de leur envoyer quelques larves. Ils ont aussi tout leur bac de tri. Ça ressemble presque à l'escale Kamikatsu au Japon, quoi. Ils ont toutes des poubelles où ils trient les différents matériaux. Et là, juste dans le jardin, là, le séchoir solaire où ils font sécher leurs graines, je pense, pour après pouvoir planter tout le jardin. C'est marrant parce qu'on dirait que leur quête, c'est à peu près la même que la nôtre. C'est comme si ici, c'était un grand nomade des mers avec un énorme équipage. Ouais, exactement. D'ailleurs, je vais essayer d'aller trouver des graines parce que j'ai envie qu'on plante une milpa à bord. Alors Ramon, il y croit pas trop. Ramon. Salut Tchépé. Voilà. Salut. Pour le bateau, tu m'avais conseillé un type de haricot qui était petit. Oui, c'est celui-là, le haricot vert. Ah, ça fait quand même des haricots de taille normale. Tout à fait. Comme je te disais, il y a de nombreuses variétés de haricots et je te recommande celle-ci pour ton bateau. De la courge? Ah, c'est une calabaza qui est bien pour le bateau? Oui, okay. Elle est différente. Ah ouais. Et elle est bonne à manger? Oui, bien sûr. Rico? Toutes les courges sont bonnes. Bon, je pense que ça ira sur le bateau puisqu'il est quand même pas très grand. Et mais pourquoi tu gardes tout ça, toi? Nous pensons que conserver les graines contribue à rendre l'agriculture plus durable, car nous ne pouvons pas passer notre temps à racheter des graines. Et c'est quoi la différence entre ces graines-là et celles que tu pourrais acheter sur le commerce, dans les marchés? La majorité des graines que nous trouvons dans le commerce sont des graines hybrides. Elles n'ont pas été modifiées génétiquement, ça non. Mais elles ont été croisées avec d'autres plantes. Ça veut dire qu'elles ne se reproduiront plus à l'identique. Et ça nous rend dépendants. Oui, on est obligé d'en racheter tous les ans. Voilà, ça nous rend dépendants des boutiques. Et ça, c'est un gros problème pour nous, parce qu'on perd notre souveraineté alimentaire. Les paysans n'ont plus le droit de cultiver leurs propres graines locales. C'est illégal. Ça, c'est la politique que Monsanto est en train de mettre en place. Parce qu'ils veulent monopoliser ou adapter toutes les semences. C'est du business pour eux. Je trouve ça fou qu'un truc aussi basique et naturel qu'une graine comme ça, elle puisse être la propriété d'une entreprise. Bien sûr, c'est une grande injustice. Pour nous, les graines, c'est sacré, donc nous devons les conserver. Oui. On ne se débarrasse pas d'une graine comme ça.
Il faut avoir du respect. Promis, même si on fait pas ça en France, je considérerais tes graines comme sacrées. Allez. Mais en fait, c'est un piège. La base, hein, mais... C'est un peu leur plat de base, non? Bah, moi, ça me dérange pas. Au Mexique, il existe une méthode traditionnelle pour préparer le maïs, la nixtamalisation. Il faut faire cuire le maïs dans de l'eau mélangée à de la chaux. Ça aide à retirer la pellicule externe qui n'est pas digeste. On le laisse ensuite macérer toute la nuit. Le jour suivant, il ne reste plus qu'à le laver et le moudre. On obtient alors une pâte, c'est la base de la tortilla. Cette technique améliore la valeur nutritionnelle du maïs en augmentant la disponibilité des acides aminés. Salut les amis. Salut. Salut. JP, la plupart des ingrédients qu'on mange, ils viennent du jardin? Oui, tout ce que nous cultivons, nous devons le consommer. C'est vraiment super bon. Bien sûr, c'est parce qu'on mange les produits sains du potager. Et ici, dans le centre, comme nous vivons en communauté, on a un calendrier et on se répartit les jours où on doit faire à manger pour les autres. Ça nous intéresserait de savoir comment est-ce que vous cuisinez, comment est-ce que vous assemblez tous les éléments que vous faites pousser ici. Tout ce qu'on fait ici à Tsomanotic, on le partage avec d'autres communautés. Si tu veux, tu nous accompagnes demain. On va aller préparer un plat très sain avec des aliments locaux. Ah oui? Ok? C'est bon? Délicieux. Ah bah allez. Délicieux. Si c'est aussi bon qu'ici, moi je suis partant. Depuis 3 ans, Renita gère le programme Cuisine, Nutrition et Santé qui s'attaque au problème de la malnutrition. On l'accompagne à Quetzal, un village isolé de la région, pour assister à un atelier. L'idée, c'est de préserver le patrimoine culinaire local de ces communautés, envahies, comme partout dans le monde, par la malbouffe industrielle. Renita, qu'est-ce qu'on va manger? On va réaliser un repas très traditionnel, fait avec de la banane, de la tortilla, de la courge sucrée en dessert. On va chercher les ingrédients? On commence par les bananes? Ok. Ah voilà. Grâce à Renita, je comprends qu'en fait, la milpa, c'est bien plus que la courge, le haricot et le maïs. Ces 3 plantes sont la base du champ. Elles assurent l'équilibre du sol, mais une grande diversité d'autres végétaux peut trouver sa place dans cet écosystème. Tu trouves pas que ça fait autant plaisir que d'aller cueillir des champignons? C'est comme être dans le potager de sa grand-mère et goûter à tout ce qui te passe sous la main, quoi. C'est plein de surprises. Salut. Salut toi. Ah, il y a du monde là. Avec cette base-là, qu'est-ce que ça apporte sur le plan nutritif? Dans le maïs, tu as les glucides. Ouais. Dans les haricots, les protéines. Et les lipides dans la courge, dans ses graines. Et tout ce qui est verdure contient des vitamines. On commence? Empezamos. Ma mère était cuisinière. C'est ça. Comment vous avez commencé en fait ce projet de cuisine et de santé? On a été envahis par les boutiques, les supermarchés, tout ça. Quand on était enfant, il n'y avait pas de soda. Je me rappelle quand c'est arrivé. Notre palais pouvait sentir que c'était beaucoup trop sucré. Ce qu'on faisait alors, c'était de couper le soda avec de l'eau pour que ce soit moins sucré. Et petit à petit, on devient de plus en plus consommateur. On s'adapte à ces goûts-là et on oublie les goûts de notre nourriture naturelle. D'ailleurs, maintenant, les enfants ne disent plus « on va à la milpa couper une banane », ils disent « on va à la boutique acheter des chips, un soda ».
con eso? Sí. Ah ouais, si, muy bien. Oh, ça a l'air trop bon. Ah, ça va être le dessert, ça. Et Rinita, j'ai faim. Tu as faim? Eh bien, c'est bientôt prêt. Tu manges d'abord la tortilla et après ton plat. Ok. Ah ouais. Ah, ah. Bon, et du coup, il y a quoi dedans? Le plat de base du jour, c'est verdure, galette de maïs ou de banane Ouais. et haricots. Et en dessert, la courge. Dessert, la courge. On a tout la milpa dans une assiette, quoi. Ouais. Quasiment. Je trouve ça quand même assez incroyable, la milpa, parce que c'est des plantes qui poussent bien ensemble. Leur culture, c'est plutôt bon pour l'environnement. Et les recettes de cuisine qu'on peut faire avec ça, c'est bon nutritivement et c'est bon au goût. Ouais, c'est hyper complet. C'est quand même bien fait. Hein. Ah bah, la nature est bien faite. J'ai hâte qu'on essaye sur le bateau. Bah, j'espère que ça va marcher, ouais. On n'a pas encore essayé la courge. Ah bah, il y a le dessert, hein. Guéno, je suis en train de voir pour la milpa. Ouais. Elle va être dehors en plein soleil, Ouais. sauf en navigation où j'aimerais bien la rentrer là. Et je me demandais jusqu'à combien on pouvait réduire le couloir, tu vois, si elle est calée ici. Pas que ça soit gênant. Ouais, ça ferait ça. C'est large, non? Comme ça, c'est bien, ouais. Et ça va être, je pense, haut comme ça à peu près. C'est parti? Ouais. Ok. Je fabrique une jardinière pour accueillir la milpa. Pendant ce temps, Guénolé prépare une solution miracle contre les insectes. Alors, c'est quoi ta recette de pesticides? Bah, c'est pas un pesticide, c'est un répulsif. Ça tue pas les bêtes. C'est ça. C'est que des aliments qui sentent fort et qui repoussent les insectes. Pour 1 litre d'eau, je mets 100 g d'ail, 2-3 piments et du poivre. Ça fait une haleine répulsive. Et après, en fait, il faut faire chauffer le tout et c'est parfait parce que je vais utiliser le chauffe-eau solaire. Guéno, Ouais. c'est prêt. Si j'étais une graine, je serais content de démarrer ma vie là-dedans. D'abord, il faut planter 3 grains de haricots. On en met 1, 2, au 3. milieu, là. Ouais. C'est parti. Ensuite, là-dedans, on peut mettre le maïs. Le maïs. Toi qui l'as, le maïs? En parallèle, on sème le maïs et la courge en Et les courges pépinière. On les repiquera un mois après les haricots. Et toi alors, ton répulsif? Bah, ça y est, hein, c'est prêt. Donc, une fois que ce sera haut, bah, si on est envahi par des insectes, un petit coup et on est bon. N'empêche, je trouve ça dingue parce que ils ont quand même mis des siècles à mettre au point leur plat de base, Ouais. leur milpa. Et en une génération ou 2 générations, ils passent aux chips soda. C'est un des pays où il y a le plus fort taux d'obésité du monde. Ouais. Et en plus, s'ils veulent revenir à la milpa, ça n'a pas l'air évident parce que d'un point de vue économique, c'est moins rentable a priori que la monoculture. Et ouais. Il faut être vraiment persuadé que c'est mieux pour sa santé et pour l'environnement et mettre ça au-dessus du critère économique. Ouais, et puis ce que Renita disait, moi qui m'a marqué, c'est qu'à partir du moment où tu veux acheter d'autres objets de consommation, un téléphone, une télé, bah, tu es obligé d'aller travailler. Et si tu vas travailler, bah, tu n'as plus le temps pour cultiver tes propres aliments. Et en fait, bah, tu te retrouves à acheter des aliments industriels, quoi. Ouais, cette histoire, en fait, ça questionne tout le modèle de notre société. Bah ouais, ouais. Mais t'imagines si on orientait plus le progrès pour que le critère principal, ce soit notre bien-être et celui de la planète. Ouais, Ça changerait pas ça mal de changerait choses tout. et ça ferait émerger pas mal de low-tech. C'est clair.
On a du boulot. Allez, en piste. On la monte? Yes. Je vais prendre la manivelle.